propose dès maintenant, c'est que on puisse commencer la session RH Live d'aujourd'hui en faisant un rapide tour de table et en voyant ce qui nous attend pour la session d'aujourd'hui. Et avant tout cela, je voulais vous demander finalement qu'est-ce qui vous a motivé à suivre et à participer à cet événement. Moi, je peux Marion, je vous écoute. Axel, c'est ça que Marion a ouvert son micro. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Je t'en prie. Donc, je me présente, je m'appelle Axel. Je suis RH généraliste depuis maintenant 2 ans en CDI. J'ai terminé mes études en septembre 2021. Et donc, je suis sur Paris dans une boîte dans la tech. On est un peu plus de 100 et présent en France, en Inde et aux États-Unis. Et donc, moi, ce qui m'a motivé à participer à ce webinaire, c'est d'apprendre dans un premier temps de nouvelles choses et pourquoi pas de faire ce que j'apprends maintenant dans ma boîte actuelle. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour le partage. Et effectivement, la session est vraiment dédiée à l'apprentissage, au partage de bonnes pratiques. Donc, c'est aussi un format qui se veut interactif. Donc, n'hésite pas à participer, évidemment. Oui, parfait, Est-ce merci. que, je t'en prie. Est-ce que Marion, Lorraine ou Magali, vous voulez participer? Je propose pas à Fleur parce qu'elle vient de me dire à l'instant qu'elle n'avait pas nécessairement de micro actif, donc c'était plus compliqué pour elle. Mais Marion, Lorraine ou Magali, si vous voulez. Je peux je vous en prendre prie. la suite si vous Bien sûr. voulez. Moi, c'est Marion Degalier, donc je suis chargée de mission RH chez Sixsense, donc c'est une société filiale de Vinci Construction. Donc voilà, aujourd'hui, je suis sur un poste de RH généraliste avec quand même une forte composante de dev RH. Et voilà, je n'ai pas forcément le niveau de poste voilà, pour travailler sur tout ce qui est budget, obtention de budget, etc. Mais je trouve que de façon générale, donc j'ai une formation RH généraliste de base. Et je trouve que de façon générale, bah voilà, on ne nous donne pas suffisamment de tips ou voilà, de retour sur expérience sur justement cette partie plus négociation et comment faire en sorte d'obtenir voilà, plus facilement des budgets ou quels éléments mettre en avant. Et du coup, voilà, je suis un petit peu preneuse de vos exemples. S'il y a voilà, des exemples de réussite dans d'autres sociétés, des choses qui ont pu fonctionner, je suis aussi preneuse des idées pour voilà, voir un petit peu ce qui se fait par ailleurs, quoi. Absolument, et on va en parler. On va présenter aussi différents exemples de services RH qui ont réussi à négocier des budgets parce que ils ont réussi à parler le langage des DAF et des DG finalement. Donc, on y reviendra et on donnera quelques exemples. Lorraine, Magali? Oui, je vais prendre la suite. Alors, donc, moi, je suis dans une entreprise, c'est un gros groupe, en fait. De manière générale, je m'aperçois que, bon, forcément, avec le contexte économique actuel, on a forcément de moins en moins de budget. Donc, c'est toujours intéressant de prendre des conseils auprès d'autres entreprises qui ont eu des succès avec des choses à moindre coût. Et puis, c'est l'occasion d'innover. Donc voilà. Et puis, je me dis que si un jour je suis amenée à travailler dans une PME, le sujet sera un peu le même parce que de toute façon, voilà, c'est des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir faire du développement RH avec peu de finances. Absolument, absolument. Et c'est vraiment le point de départ de cette session, c'est-à-dire que en préparant cette session, je me suis dit que finalement, il existait une multitude d'outils qui permettaient de préparer, de réfléchir et de déployer sa stratégie RH, mais que malheureusement, en fait, on n'a pas forcément toujours l'occasion d'avoir ces moments d'échange, de discussion, où on arrive à avoir des conseils, des tips de ses collègues sur ce qui a déjà été fait, notamment en termes d'outils et en termes de fonctionnement. Et c'est vraiment ça l'objet de la session d'aujourd'hui, c'est vraiment vous donner des clés. Alors évidemment, cette présentation n'est pas du tout exhaustive. J'ai dû faire des choix au moment de la préparation, à savoir de choisir quel axe j'allais présenter. Et en fait, en préparant cette session, je me suis dit qu'on pouvait faire facilement 2 ou 3 sessions encore derrière pour parler d'autres sujets. Magali, est-ce que tu veux prendre la parole et te présenter et présenter ta motivation à nous rejoindre aujourd'hui?
Pas de souci. Donc, Magali Berger, je suis responsable recrutement et développement RH chez Aleko France. Donc, comme Lorraine, plutôt grosse structure. Pour autant, évidemment, on a tous les mêmes problématiques et le besoin et la recherche d'optimisation budgétaire et comment finalement prendre des fois des bons tips ou des bonnes pratiques sans forcément monter des business cases et aller chercher du budget du coup par ailleurs. Donc, preneuse de bonnes pratiques, de petits trucs et astuces finalement parfois pas très compliqué à mettre en place, également en termes de temps, c'est-à-dire que qui dit gros budget dit gros plan en termes de temps, de déploiement, etc. Et aussi trouver finalement un peu des quick wins qu'on peut mettre facilement en place sans sortir l'artillerie lourde, entre guillemets. Absolument, absolument. Et ça sera également présenté, c'est-à-dire que expliquer que finalement, en passant quelques heures sur un projet ou sur un point de son activité, on arrive à gagner déjà beaucoup de temps pour la suite et surtout à avoir un résultat immédiat et une efficacité qui est décuplée simplement parce qu'on a utilisé les bonnes méthodes, les bons process et les bons outils. Manon, Corinne, est-ce que vous souhaitez vous présenter également? Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous souhaitez commencer. Bon, je vais commencer. Je vous en prie, Manon. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis Manon. J'ai en fait fait une reconversion professionnelle. Avant, je n'étais pas dans le domaine des ressources humaines. Donc, je suis assez nouvelle dans le domaine. J'ai intégré une entreprise qui a grandi rapidement et qui compte aujourd'hui 180 collaborateurs sur toute la France. Et moi, je suis rattachée à Marseille sur des missions généralistes en fait, de la formation, du recrutement, de l'administration du personnel, tout, absolument tout. Et je suis toute seule. C'est une création de poste. Et donc voilà, moi, l'idée sur ce rendez-vous, c'est de pouvoir récupérer des pistes pour essayer de gagner en efficacité, en temps, avec effectivement un budget qui n'est pas toujours au rendez-vous, puisque l'entreprise n'a pas encore identifié les ressources humaines comme étant un élément central de l'entreprise. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de budget. Alors, Manon, c'est comment dire? Ce que vous dites manque cruellement d'originalité. Je sais. Bien évidemment, je plaisante quand je dis ça. Enfin, la récurrence du manque de budget dans les ressources humaines, c'est vraiment une situation qui est récurrente. C'est vraiment quelque chose que j'entends très régulièrement lors des after-work RH. Et finalement, il est possible de faire sans budget, même si parfois ça reste, ça semble difficile, mais il y a toujours des solutions à mettre en œuvre. Et c'est vraiment d'ailleurs l'idée de cet événement, c'est vraiment se dire, OK, lorsqu'on est seul et qu'on a un périmètre de collaborateurs à gérer, des obligations légales auxquelles on doit répondre, et finalement, par où commencer et sur quoi on peut s'appuyer et quel outil déployer, très clairement. Donc, je vous propose qu'on commence dès maintenant et j'ai bien évidemment oublié de me présenter. Corinne, je vous relance une nouvelle fois pour votre présentation. Si vous souhaitez vous présenter, ce sera bien évidemment avec plaisir. Et j'en profite, avant que vous preniez la parole, de présenter Fleur, qui est assistante RH généraliste depuis janvier et qui est aussi sur une création de poste et qui a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, elle essaye d'apprendre un peu partout pour pouvoir proposer des solutions aux responsables et améliorer le quotidien. Et bienvenue à toi, Fleur. Corinne, je t'en prie, n'hésite pas à ouvrir le micro et à prendre la parole. Corinne, ton micro est bien ouvert, mais par contre, on ne t'entend pas. Je ne sais pas s'il y a un problème de paramétrage de micro sur Google Meet ou sur l'ordinateur, mais en général, ce sont des choses qui arrivent. Si tu veux utiliser le clavier pour nous expliquer ce que tu fais et la raison de ta présence, bien évidemment, c'est possible, comme l'a fait Fleur. D'accord. Ah, Est-ce que vous ça m'entendez fonctionne. là? C'est Ça mieux? fonctionne. Bon, Très bien, super. absolument. Le son est peut-être très bas, je suis désolée, j'ai un problème de casque. bien. Bonjour à tous, donc je suis Corinne Cronier, j'interviens en tant que DRH à temps partagé sur plusieurs entreprises. Donc je suis plutôt, après avoir fait des grosses entreprises, je suis plutôt là sur des TPE, PME.
Mhm. Donc, avec beaucoup de missions liées au recrutement, finalement, un peu contraintes. C'était pas le sujet de ma mission principale, mais c'est vrai que c'est quand même des vrais sujets. Et après, on cherche aussi beaucoup d'outils, essayer d'intéresser aussi les entreprises à moindre coût, forcément. J'interviens sur de la TPE-PME, essayer de leur montrer qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins, et puis de s'ouvrir tout simplement aux différentes pratiques des uns et des autres, pour apporter effectivement chacun sa pierre à l'édifice RH. Et merci pour ça. Et effectivement, en ce moment, il y a une grosse demande sur le recrutement. Et je suis pas du tout étonné que ça fasse partie des missions qu'on vous demande. Mais en tout cas, j'espère que vous trouverez justement des outils qui pourront vous aider à moindre coût à proposer des solutions à vos clients de manière pertinente, efficace, et finalement continuer à développer l'accompagnement que vous proposez avec à ces entreprises qui ont besoin nécessairement de RH et de DRH. Il y a eu pas mal de choses en fait qui m'ont motivé, qui ont poussé à proposer ce sujet. Notamment en fait le fait que très souvent j'entends dans les entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, que les RH n'ont jamais de budget, donc on ne peut rien faire, donc on ne peut pas mettre en place de politique RH qualitative. Eh bien, j'ai voulu prendre le contre-pied de ça pour vous donner quelques éléments, quelques outils qui vont vous permettre de structurer et euh, de créer les outils dont vous aurez besoin pour vos collaborateurs. Donc, du coup, le point de départ que j'ai choisi, ça a été l'avis du collaborateur. Et bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dû, par rapport au format de l'heure qu'on a aujourd'hui ensemble, j'ai dû forcément faire des choix. En sachant aussi que par rapport à cette présentation, j'aimerais vous proposer également de faire un choix. Soit on échange et on interagit tout au long de la présentation, et ça vous permet de poser des questions au fur et à mesure, notamment sur les outils, sur le déroulé. Soit on attend la fin, et ça c'est vraiment à votre convenance. Mais moi j'ai pas spécifiquement de préférence pour un format ou un autre, même si effectivement, si vous voulez poser des questions en direct sur une fonctionnalité ou sur un outil, ça vous évitera de prendre une note et qu'on y revienne après. Enfin, c'est vraiment à votre convenance et c'est vous qui choisissez le format d'interaction. Et donc, du coup, pour choisir les outils et la façon dont on allait amener les différents process et les différentes actions possibles, j'ai choisi l'avis du collaborateur. Alors, évidemment, en commençant par le recrutement, l'intégration, la formation, la qualité de vie au travail et l'évolution de carrière et le départ. J'espère qu'on aura le temps de tout voir parce qu'effectivement, 3 quarts d'heure pour voir ce que j'ai préparé, ça risque peut-être d'être un peu court. Et le principe, le point de départ, c'est qu'en général, lorsqu'on cherche à lancer une stratégie, à développer un département RH, à lancer un service ou un nouveau pan de l'entreprise, on a bien souvent soit du temps, soit de l'argent. Soit on a du temps à consacrer sur le développement des outils et sur la réflexion et on capitalise sur son propre apprentissage, on développe ses compétences, notamment digitales, soit on va faire appel à un prestataire extérieur qui, lui, aura les outils et aura préparé ça pour plusieurs de ses clients. Et évidemment, là, le parti pris, c'est de se dire que finalement, on a plus de temps que de budget pour structurer et lancer son développement RH. Donc, je vous propose qu'on commence avec le recrutement. Et avec le recrutement, si vous voulez, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est finalement comment créer des processus qui formalisent votre fonctionnement RH, comment adapter les outils à vos process et communiquer sur le fonctionnement et les process auprès des personnes concernées. Répondez aux questions que les personnes de votre service peuvent avoir et anticiper évidemment en créant par exemple des foires aux questions ou ce genre de choses. Il y a 2 outils que je voulais vous présenter aujourd'hui que sont Airtable et Google Forms. Et je voulais aussi ajouter les classiques LinkedIn et Indeed, qui sont les 2 plateformes principales évidemment de recrutement et qui proposent des forfaits freemium, c'est-à-dire que vous pouvez accéder largement à pléthore de candidats sans avoir à payer. Donc, on reste sur cette notion de quasi gratuit ou en tout cas de freemium. Et je voulais vous présenter Airtable et Google Forms. Et avant qu'on poursuive, qui connaît ces outils? Google Forms, oui, pour moi. C'est tout. Ok. Et tu l'utilises dans quelle situation, dans quelles circonstances? Alors plutôt en interne, mais plutôt sur des sondages ou questionnaires divers et variés. Ok. Sur ces 2-là. D'accord. Même chose, Google Forms, c'est plutôt pour des questionnaires en général. Ok. LinkedIn, bien sûr, et puis Indeed pour les annonces. Airtable, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais creusé le sujet.
Ok, ok. Merci pour ces Ouais. éléments. Et justement, on va creuser. Ouais, et Fleur dit également LinkedIn et Indeed qui sont évidemment les plus connus, mais vous le savez, en fait, finalement, avec ces outils-là, vous avez la possibilité d'aller quand même assez loin dans le fonctionnement qui est proposé. Du coup, je partage avec vous Airtable, qui est en fait l'outil sur lequel j'ai le plus axé la présentation parce que c'est aussi le plus méconnu. Donc, pour vous amener des éléments que vous ne connaissez pas déjà, j'ai préféré Airtable à Google Forms. Et je pense que vous serez d'accord avec mon choix. Euh, Normalement, vous voyez un onglet qui s'appelle Démo RH. On est bon? Oui. Parfait. Donc, j'ai sciemment choisi là aussi de vous présenter un formulaire de besoin de recrutement que j'ai créé pour l'occasion de cet événement. Ça m'a pris le temps de créer l'ensemble de ce document, ça m'a pris un bon quart d'heure. Je vous donne aussi ces éléments-là parce que ça vous permet de savoir combien de temps vous pourriez y passer possiblement. Là aussi, je choisis de vous montrer en premier le formulaire de recrutement. Pourquoi? Parce que vous aurez, à mon avis, en tant que gestionnaire RH, vous aurez à interroger vos managers sur leurs besoins en recrutement, typiquement. Je ne sais pas si vous le faites régulièrement, si vous le faites au fil de l'eau, ni comment vous avez choisi votre organisation, mais si vous avez besoin d'établir un lien de communication formalisé et formel digital avec vos managers, vous pouvez utiliser ce formulaire. Enfin, ce type de formulaire, évidemment. Donc là, vous avez donc le formulaire de recrutement. Évidemment, ici, vous pouvez ajouter un laïus qui permet au manager d'avoir des indications sur la façon dont il peut répondre au questionnaire. Donc, le besoin en recrutement, ça va être par exemple un besoin de manager. Le besoin est émis par, donc ça permet d'identifier les personnes qui émettent les besoins, le type de poste, collaborateur, directeur de site, directeur régionaux, intérim, etc. Bien évidemment, tout ça, ce sont des exemples. Et on va laisser choisir la personne aussi, le département de rattachement, le statut de la demande, est-ce que c'est refusé en attente ou validé, la description du besoin de recrutement et la date limite de recrutement. Et en fait, ça sera envoyé via un formulaire qui ressemble à ça. Et finalement, lorsque la personne va le recevoir, elle aura simplement ce formulaire-là et c'est plutôt ergonomique et c'est plus joli. Donc, je parlais vraiment uniquement esthétiquement parlant. Je trouve ça beaucoup plus sympa que Google Forms. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup plus simple à remplir et à présenter que Google Forms. Je reviens sur comment dire, ce questionnaire et quel est le gros avantage par rapport à un Google Forms, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un va remplir le questionnaire, vous aurez sur cette partie-là le besoin en recrutement qui sort, le besoin émis par, le type de poste, etc. Et c'est plutôt, à mon avis, plutôt efficace comme présentation. Et vous avez ici, en fait, plusieurs vues qui vous permettent aussi de gérer les différents visuels dont vous pourriez avoir besoin. Typiquement, si vous cliquez sur calendrier, automatiquement, vous voyez que le besoin en recrutement qui a été émis par John Doe, en fait, doit être fait pour le 30 juin. Et ça se met automatiquement dans le calendrier. Même chose, on a une vue, j'allais dire à la Trello, mais en fait, c'est une vue de gestion de tâches avec mon besoin en attente qui a été émis et qui est ici. Après, évidemment, facilement, j'ai la possibilité de le refuser ou de le valider. Et bien évidemment, si je le valide, comme je viens de le faire, ça va venir modifier le besoin en recrutement ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que tout est OK pour vous? Non, Oui, parfait. c'est intéressant. C'est propre, effectivement, en présentation. Ouais. Oui, absolument. C'est ça, c'est ultra propre. Et surtout, ça permet d'avoir des fonctionnalités qui sont vraiment très efficaces. Et typiquement, la fonctionnalité qui est, d'après moi, extrêmement efficace, là, je ne l'ai pas ajouté, mais j'aurais pu ajouter une adresse email dans les tableaux ou dans le formulaire. Quelle est votre adresse email? Automatiquement, derrière, on est capable, lorsqu'une personne met son adresse mail, de lui envoyer un mail. Donc, la personne va remplir le formulaire, il va y avoir un mail de retour automatique. Nous avons bien pris en compte votre besoin, nous revenons vers vous sous 72 heures. Mais vous avez aussi énormément de possibilités avec Airtable, notamment d'envoyer un message sur Slack. Une fois que le formulaire est rempli, ça peut envoyer un message sur Slack. Ça peut créer un rendez-vous dans Google Agenda. Ça peut, il y a énormément de possibilités qui sont proposées. Ça peut actualiser un enregistrement. Vous pouvez envoyer un tweet. Vous pouvez, l'une des seules fonctionnalités que j'ai pas trouvées, c'est la machine à café sur Airtable, honnêtement. Ça peut paraître un peu drôle comme ça, mais c'est le cas. C'est vraiment extrêmement efficace. Donc là, encore une fois, je vous montre rapidement ce qu'il est possible de faire, à savoir éditer des formulaires, les avoir en format tableau,
avoir différentes vues associées, notamment la vue des tâches. Et derrière, ensuite, vous avez la possibilité d'automatiser en fonction des actions qui se passent dans votre tableau, en envoyant des mails, en communiquant, en faisant un tweet, etc. Là, c'est vraiment les fonctionnalités basiques que je vous montre d'Airtable. Et typiquement, vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur cet onglet, d'avoir d'autres types de présentations avec, par exemple, les noms des personnes avec qui... enfin, attendez, je vais traduire. Hop. D'avoir typiquement d'autres types d'informations qu'on peut retrouver avec d'autres types de collaborateurs, donc les noms, les adresses mail, les numéros de téléphone, etc. Vous avez l'info avec les différents CV qui ont été supprimés lors du copier-coller. Et là aussi, vous avez la présentation que vous pouvez voir en format très long. Alors, avant que j'aille trop vite sur la formation, je voulais vous montrer un autre onglet ATS avec un système de suivi des candidatures. Typiquement, je reviens sur le fonctionnement dont on a parlé juste avant. Vous avez un formulaire, vous envoyez ce formulaire, non pas en interne cette fois pour définir vos besoins en formation, vos besoins en recrutement, mais pour le coup, vous envoyez ce questionnaire à l'externe auprès de candidats qui décident de mettre leur prénom, leur nom, leur recherche d'emploi, leur CV également, et finalement, vous arrivez à cette vue-là. Donc, vous avez les noms, l'organisation nécessaire prévue, donc il y aura une entrevue, une décision nécessaire, il faut l'embaucher. Vous avez postulé pour, donc là, on a tous les différents types de postes qui ont été proposés, les CV derrière, pourquoi voulez-vous travailler avec nous, l'adresse mail, etc. Donc là, vous avez toutes les informations qui sont présentées sur le candidat. Vous avez les informations du contact aussi qui sont présentées ici, les CV. Et ce qui est intéressant avec cette vue, c'est qu'on retrouve un résumé par candidat. Et lorsque vous arrivez, que vous cliquez typiquement sur Pamela Vargas, vous avez l'ensemble des éléments qui ont été alimentés dans le tableau qui apparaissent sous cette vue-là, notamment le CV, notamment une photo, notamment les décisions, etc. C'est extrêmement poussé. Et vous avez un véritable ATS, vous avez un véritable outil de suivi à la fois de vos recrutements de vos candidats à l'externe, à la fois pour sonder vos besoins en interne et aussi pour suivre l'ensemble des calendriers d'entretien et des rendez-vous que vous prendrez jusqu'à l'embauche. Et ce que j'ai trouvé plutôt qualitatif avec cet outil, c'est vraiment la facilité et le côté intuitif qu'on pouvait avoir. Ça vous paraît clair? Oui, juste une question. Est-ce que donc c'est un outil, oui, c'est un outil qu'on installe sur son micro ou qu'on peut partager avec, par exemple, on est 2 collègues en recrutement? Alors en fait, l'outil est gratuit, il fonctionne avec une version premium. Tu l'installes tu as juste besoin d'un navigateur. Je sais qu'il y a aussi une version que tu peux installer en mode logiciel sur ton PC. Le mode, donc tu as jusqu'à 5000 lignes d'utilisation gratuite. Et pour tout ce qui est partage avec une autre personne, par exemple, de mémoire, si je te dis pas de bêtises, c'est $12 par mois. Donc, si vous êtes 2, ça vous revient à 25 € par mois comme outil. Ce qui est vraiment marginal comme coût. J'ai presque envie de dire, même pour un service RH. Vous êtes un peu sarcastique. Voilà, on peut, et on sera sur le même outil quand même. Absolument, vous serez sur les mêmes outils, sur les mêmes données. On peut la partager. Absolument, absolument. Donc voilà ce qu'il est possible de faire, typiquement, avec un outil comme celui-ci. Si je pousse encore un peu la logique, de l'utilisation de cet outil, qui parmi vous a pu télécharger l'application d'Afterwork RH? Moi. Moi. Ok. Moi, très bien. Encore fait. Très chouette. Du coup, vous avez la partie job, et je suis pas connecté. Vous avez la partie job sur l'application. Et quelque chose me dit que vous reconnaîtrez peut-être ce qu'on vient de voir. Donc là, vous avez effectivement, donc je viens de me connecter à l'appli, partagez votre profil. Donc là, on propose à l'ensemble de la communauté Afterwork RH, donc au RH que vous êtes, de partager leur profil à travers un formulaire Google Form que vous avez sous vos yeux. Prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail, LinkedIn, ville, type de contrat recherché, si vous souhaitez proposer votre candidature, les diplômes que vous avez, les soft skills également. Donc,
voilà, je vous montre vraiment les possibilités d'outils et un usage vraiment très concret de ce qu'on a fait de Airtable pour notre application mobile. Et derrière, la maîtrise des soft skills, avec également la maîtrise des langues, différentes langues, la photo de profil, le CV, etc. Et avec le système automatique que je viens de vous montrer, vous savez, le formulaire est rempli, ça va automatiquement remplir une grille. Vous avez la possibilité ensuite de présenter les CV et des personnes concernées directement de cette manière. Donc là, on a les différentes personnes qui ont déposé un CV. Donc Yacine à Dakar en tant que responsable RH, Pascal Tola DRH à Courbevoie, etc. Et on a ce type de résultat. Donc je trouve ça plutôt bluffant quand on sait encore une fois que c'est un outil qui est gratuit. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre dispo pour y répondre en direct. Est-ce que jusque-là, ça répond à vos attentes en vue de cet événement? Est-ce que déjà, rien que là, vous vous dites, OK, je vois des choses que je pourrais faire, qui pourraient me servir presque dès demain ou dès cet après-midi, par exemple? Oui. Merci, Manon. Totalement. C'est clair. Parfait. Ravi, en tout cas. Oui, c'est différent, ouais. Et en fait, on se rend compte que c'est finalement assez simple de transposer à ses propres situations. Évidemment, je vous montre des exemples, je vous montre des cas particuliers avec l'application d'Afterwork RH, mais bien évidemment, j'imagine que ça doit pétiller dans vos têtes en ce moment et en train de vous dire, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et effectivement. Au niveau de l'intégration, ce que je vais vous proposer, c'est évidemment d'avoir déjà une checklist de tout ce qu'il faut préparer en vue de l'arrivée du collaborateur qu'on vient de recruter avec ce magnifique tableau Airtable et ce fonctionnement-là. Bien finalement, vous avez simplement à avoir une checklist, là aussi que vous pouvez transposer dans Airtable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne rentre chez vous, vous pouvez prendre ce listing en vous disant est-ce que j'ai bien transmis les informations liées à la société, à la fiche de poste, à la présentation de la hiérarchie, au règlement intérieur, etc., etc. À noter que Airtable propose aussi de la présentation en organigramme. Donc, si vous voulez créer votre organisation, ou en tout cas modéliser votre organisation hiérarchique avec Airtable, c'est tout à fait possible. Imaginons également que lorsque la personne arrive à son premier jour, on lui envoie automatiquement le règlement intérieur de l'entreprise via Airtable là aussi. Vous avez la possibilité voilà, de créer, à mon avis, pas mal d'interactions et de reprendre ce listing pour l'intégrer à Airtable et ensuite envoyer les informations au fur et à mesure et des demandes aux collaborateurs directement. Donc là, j'ai juste voulu vous donner un listing de rappel finalement des choses essentielles lorsque la personne arrive. Et je vous propose aussi qu'on voit directement un outil, un exemple de parcours d'intégration qui là aussi fonctionne à moindre coût, mais qui est à mon avis extrêmement qualitatif parce que vous y avez pensé tout simplement. Lorsqu'une personne est accueillie et qu'on a préparé son arrivée et que le process est rodé, c'est quelque chose qui se sent et qui rassure les collaborateurs. Il ne faut pas oublier que, de mémoire, hein, il me semble que 4% des recrutements s'arrêtent dès le premier jour. C'est une étude de Deloitte 2018 qui dit ça. Quand on connaît le coût d'un recrutement, on a envie d'investir et de mettre toutes les chances de son côté. Et typiquement, si votre PDG souhaite faire une vidéo pour dire un mot de bienvenue à l'ensemble des collaborateurs, donc c'est une vidéo générique, mais typiquement, une fois que ce format vidéo est acté, derrière, vous pouvez l'envoyer à chacun des collaborateurs et très clairement, ça crée un lien avec la personne qui a fondé la boîte, le manager ou le service RH qui peut aussi prendre part à cette vidéo. Vous pouvez aussi envoyer des actus et des perspectives de l'entreprise. Proposer une rubrique en savoir plus pour apprendre à nous connaître. Là, vous pouvez mettre typiquement les éléments qu'on a vus précédemment pour l'intégration, le règlement intérieur, l'histoire de la société, les choses à savoir, etc., les codes, les symboles, le dress code, etc. Tout ça, ça peut être finalement dans un dossier que vous mettez sous Drive, accessible via Airtable. Et finalement, vous pouvez, là aussi, simplement proposer une intégration qualitative en donnant tous les éléments aux personnes et en les incitant à les regarder, évidemment. Et vous pouvez évidemment compléter ça avec les ressources utiles de votre entreprise, avec les numéros de téléphone, avec les différents sites, les différentes personnes, l'organigramme, etc. Et j'aime bien le format de la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui crée du lien et qui est très tendance et qui aujourd'hui ne coûte plus grand-chose à réaliser. Un autre outil que je trouve extrêmement qualitatif, et je déplore le fait que ça ne soit pas assez appliqué en entreprise, notamment pour nos amis managers, c'est le rapport d'étonnement. Qui connaît parmi vous les principes et le fonctionnement du rapport d'étonnement? Ouais, Axel? Oui. Corinne? J'ai envie de dire, allez-y.
Moi, je l'ai Corinne? utilisé effectivement en entreprise, Ok. mais on ne le fait pas immédiatement à l'entrée. On le Ok. fait plutôt au bout d'un mois. Parce que, D'accord. parce que multisite, parce qu'effectivement, rencontre avec les différents collègues, pas forcément immédiate. Donc voilà, on le fait, mais effectivement de façon décalée un petit peu dans le temps. Ok. Ok. Par le biais Et- d'un Google Form d'ailleurs. Tout à fait. Digitalisé et adapté, j'imagine, au Oui. contexte de l'entreprise aussi. Mm. Et vous l'utilisez à quel moment ensuite? Alors moi, en tant qu'RH, je fais un point avec les nouveaux arrivants. Donc une fois que j'ai le rapport d'étonnement, on fait toujours pendant la période d'essai, peut-être à 2 mois presque. On est plutôt dans les 2 mois, voire les 3, mais des fois c'est plutôt entre 2 et 3 mois. Et j'ai le retour du rapport d'étonnement, on sait à peu près où on en est de la période d'essai, on peut affiner certaines choses, donc on fait un point global et on le réaborde à ce moment-là. Ok. Ok. Très clair. Axel? Merci, Corinne. Oui, donc nous aussi, on utilise des rapports d'étonnement. Donc, dans un premier temps, on a, à la fin de la première semaine et à la fin de la deuxième semaine, un feedback donc avec l'équipe RH et le nouveau, et également un feedback entre le manager et le nouveau. Et ensuite, on utilise donc, nous, on utilise le SIRH Lucas, où euh, on a, on peut faire des rapports d'étonnement directement via ce SIRH. Donc, on en fait aussi à un mois. Et ensuite, la responsable RH aura un point avec le nouveau pour voir les questions, pour réaborder les questions et répondre aux interrogations s'il y en a. Très bien, très bien. Et merci Axel. Pour vous donner quelques éléments sur ce rapport d'étonnement, c'est un cabinet belge, un cabinet de conseil qui s'appelle Yellow ID, qui a créé ce rapport d'étonnement il y a un moment maintenant. Et en fait, qui donne aussi tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement de ce rapport. Typiquement, il nous explique que si on demande aux collaborateurs de remplir ce rapport d'étonnement, donc là, évidemment, vous le voyez sous format presse, mais comme l'a dit Corinne, c'est beaucoup plus pratique de le proposer sous Google Forms ou sur Airtable ou que sais-je, parce que finalement, en fait, à chaque fois que vous allez avoir les réponses, elles seront compilées et vous pourrez les regarder après pendant les entretiens. Donc l'erreur principale à ne pas faire, c'est vraiment de faire remplir ce questionnaire et de ne plus jamais en reparler. C'est-à-dire que le collaborateur nous rend le rapport d'étonnement, il va dans un tiroir et on n'en parle plus. Là, ça crée vraiment l'effet inverse parce que euh, normalement, ce rapport est fait pour créer une valorisation de la parole du nouvel entrant, qu'on soit stagiaire, qu'on soit manager, qu'on soit directeur ou que sais-je. Et finalement, si on demande à faire remplir ce questionnaire et qu'il n'est jamais rempli, ça peut créer l'effet inverse de désintérêt de la parole du nouvel entrant. Le point, c'est que ce qui est conseillé par Yellow ID, c'est de laisser 100 jours au collaborateur pour le remplir. C'est-à-dire que dès son premier arrivée, on le présente, il fait partie du Welcome Pack, du pack de bienvenue. Et derrière, le collaborateur prend 100 jours pour détailler au maximum tout ce qu'il voit pendant cette période. Et pourquoi tout à l'heure je disais que c'était un super outil pour les managers, parce que les managers sont souvent décontenancés au premier entretien, c'est-à-dire que au-delà des quelques questions de type alors ton intégration s'est bien passée, tes collègues, ça se passe bien avec tes collègues, tu te sens bien dans tes missions finalement, comment le manager peut avoir des éléments plus consistants pour échanger lors du premier entretien à 100 jours. Ben là, typiquement, ou la RH, évidemment, comme Corinne l'a expliqué, ou Excel, c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement efficace pour le premier entretien. Et en général, on peut décider ou pas de poursuivre avec le collaborateur à la lumière des éléments transmis. Mais c'est vraiment un outil extrêmement efficace, justement, pour provoquer la discussion, pour amener des éléments concrets. Et ce que j'aime bien aussi avec ce rapport d'étonnement, c'est vraiment les questions un peu farfelues qui ne le sont pas, mais qui sortent un peu du cadre habituel des questions d'entretien managériaux dont on a l'habitude. Quand on voit finalement quel est le point faible qui vous a le plus surpris chez nous, le plus inattendu, ou si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous changeriez dans notre entreprise? C'est pas des questions auxquelles on s'attend quand on rentre dans une société et on s'attend pas à ce qu'on nous interroge là-dessus. Et ça, c'est pour moi un véritable outil efficace et évidemment qui ne demande qu'à être utilisé, quel que soit le format digital ou papier. Bien évidemment, je vous déconseille fortement d'utiliser le format papier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie intégration qu'on vient de voir? Non? C'est OK? Non, c'est Vous OK. connaissiez? OK, très bien. Sur l'aspect formation, maintenant, ce que je voulais voir avec vous, en fait, c'était finalement les méthodes que vous aviez pour optimiser et gérer la formation. Donc, il y a un événement qui est prévu fin août qui va entièrement détailler
les 5 parties qui sont présentées ici. Là, c'est moins, enfin, cette présentation est moins outil, mais plus méthode. Et c'est plus de l'information sur la façon dont vous pouvez optimiser les achats et la gestion de formation. J'ai commencé dans le milieu des ressources humaines avec la formation il y a une quinzaine d'années et j'ai été notamment gestionnaire, acheteur et responsable pédagogique d'organismes et de cabinets d'externalisation. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tient particulièrement. Et c'est pour ça que l'Afterwork RH est aussi une communauté apprenante. Parce qu'on ne se refait pas. Alors déjà, évidemment, la première chose, c'est optimiser son recueil des besoins en proposant des outils qui vous permettent de le faire. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre recueil de besoins et que vous n'avez pas forcément de SIRH qui permettent de le faire, ou si vous n'avez pas forcément de logiciel dédié à la formation, là aussi, un formulaire Airtable ou un formulaire Google Form peut parfaitement vous servir de recueil des besoins. Et d'ailleurs, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que j'ai préparé un onglet formation sur voilà, sur Airtable pour vous montrer la façon dont on pouvait le faire. Donc là, en fait, typiquement, vous avez, si vous voyez bien le partage de Airtable sur Demo RH, vous voyez la façon dont, en fait, on présente les besoins en formation, l'intitulé du besoin en formation du collaborateur, le domaine, l'intitulé, le responsable de l'arbitrage, le collaborateur concerné, la durée de la formation et la nomenclature s'il y en a une. Bien évidemment, on peut ajouter beaucoup d'autres éléments qui concernent la formation elle-même, la durée souhaitée, le type de besoin inter ou intra, les modalités prévues soit par le manager, soit par le collaborateur pour suivre sa formation. Donc, voilà, il y a plusieurs choses. J'étais un peu pris par le temps pour compléter ce questionnaire, mais je pense que vous avez compris le principe. Et surtout, vous avez la possibilité ici d'ajouter des calendriers pour suivre vos sessions de formation. J'ajoute aussi que sur Airtable, vous avez la possibilité, et je vais vous en faire la démonstration maintenant, d'aller chercher des templates. Les templates, ce sont des masques préfaits proposés par Airtable qui vous permettent de gagner énormément de temps. Grosso modo, la chose principale que vous aurez à faire, ce sera traduire les différents outils qui seront proposés. Je vous montre en direct ce que ça peut donner. Je vais sur HR and Recruiting, juste ici, et je vais chercher les éléments liés à la formation professionnelle. Donc là, vous avez les différents templates qui sont proposés, comment créer un annuaire de collaborateurs, un gestionnaire de contrat de travail, et avec un suivi des temps, un suivi des dépenses, intégration des collaborateurs, l'organigramme dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce que je cherche là, c'est la façon dont on peut gérer son plan de formation. Je l'ai vu, donc du coup, voilà. Gestion de la formation. Il y a aussi une template dédiée à l'intégration d'un LMS. Et si typiquement je vais sur cette page-là, je me rends compte en fait que je peux utiliser cette template directement en cliquant sur Use Template. Et je peux utiliser cette template qui est préfaite et qui va vous permettre en fait de suivre la gestion de votre formation directement dans votre entreprise. Hop, et vous voyez à quelle vitesse aussi je peux le faire. C'est assez facile. Voilà. Donc là, typiquement, vous avez une template déjà préfaite sur la gestion des besoins de formation. Donc là, vous avez une formation sur les préjugés inconscients, intégration des nouvelles recrues, développement des managers, etc. Vous l'avez vu, je suis allé chercher directement dans Airtable. Vous avez déjà prévu les livrets, les publics, la longueur de la formation, enfin la durée de la formation, pardon, les horaires de cours, les notes moyennes, la formation programmée. Là, vous avez une autre présentation encore des différents modules de formation. Et d'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous voyez encore une fois qu'il y a la même présentation que tout à l'heure, avec les cours programmés. Si vous cliquez sur les cours programmés, vous voyez quand sont programmés les cours sur lesquels je viens de cliquer, quels sont les collaborateurs concernés, comment ont fonctionné les inscriptions, etc., etc. Vous voyez que c'est infini, finalement, les possibilités de cet outil. Je passe parce que je pense que vous avez compris sur Airtable et je reviens sur la présentation méthodique de gestion et d'optimisation de l'information. Évidemment, j'ai une question sur la slide précédente. Ouais. Donc, Airtable avec les différentes formations, est-ce qu'on peut créer des parcours de formation? Donc là, on a vu qu'il y a plusieurs formations individuelles à chaque fois. Est-ce qu'on peut créer un parcours, par exemple, onboarding, sales, et dedans, on va mettre dans le bon ordre toutes les formations que le sales doit suivre sur une période, par exemple, 2 mois, et il va devoir les suivre? Ah, absolument. En fait, je l'ai pas fait exprès, mais en fait, si tu veux, au moment où tu m'as demandé de revenir sur Airtable, j'ai cliqué sur Employé
donc directement pour avoir une visibilité par employé. Et là, en fait, tu vois que dans l'équipe commercialisation, il y a 5 personnes qui doivent suivre les formations. Et Ok. bien évidemment, ensuite, si tu cliques sur sur la personne, voilà, comme je viens de le faire, tu peux proposer une checklist. Juste ici, tu vois, je vais faire ajouter un nouveau champ sur cette table. Ça peut être checklist, des formations à suivre. C'est ce que tu m'as demandé, Axel, on est bon? Oui. Voilà, donc je vais chercher ma checkbox avec les différentes. Hop. Alors, c'est pas une checkbox que j'aurais dû faire, j'aurais dû changer. C'est pas le bon. J'ai fait une bêtise. Je réactualise. C'est pas une checkbox en fait que j'aurais dû ajouter, c'est. Hop, je vais éditer le champ sur lequel je me suis trompé. C'est un multi-select. Voilà. Multi-select. Et les options, c'est formation 1, formation 2, et ainsi de suite. Et là, du coup, en fait, donc, est-ce qu'il a suivi les formations? Est-ce qu'il a suivi la formation 1? C'est bon. Est-ce qu'il a suivi la formation 3? OK. Donc, il lui manque la formation 2. Tu vois avec quelle facilité on peut adapter l'outil. C'est ça, en fait, aussi que j'aimerais vous montrer. Là, je vous montre ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Évidemment, ce sont des cas génériques. Je vous montre ce qui est proposé par Airtable. Là aussi, ce sont des templates génériques. Mais je vous montre aussi la façon dont vous pouvez facilement adapter cet outil selon vos besoins, évidemment, et selon vos attentes spécifiques. Je vais passer assez vite sur la négo avec les OF, les achats groupés et le marketing de la formation interne parce que c'est quelque chose qu'on reverra en août. Je vous invite vraiment à négocier avec les OF. J'ai vu tout au long de ma carrière des départements RH entiers signer des devis ou des conventions de formation sans même essayer de négocier auprès de l'organisme de formation une réduction sur le nombre de jours, sur le volume, etc. Donc n'hésitez pas à proposer une négo avec vos OF. Et évidemment, ce qu'attendent les organismes de formation en face, ce sont du volume et la possibilité de travailler. Donc, avec ça, vous avez de véritables leviers pour négocier avec vos OF. Ça prend un peu de temps, mais là aussi, on expliquera en août comment organiser les différentes négos avec les OF, secteur par secteur, besoin par besoin, afin d'optimiser. Les achats groupés aussi, moi, ce que je vous invite vraiment à faire assez facilement, c'est d'aller autour de vous. Si vous travaillez dans un parc d'entreprise, typiquement, j'ai travaillé à Lyon dans un gros parc d'entreprise, un parc tertiaire. Typiquement, une des démarches que j'avais eues, ça avait été d'aller voir les responsables de formation et les responsables RH et de leur proposer de prendre une matinée autour d'un café pour présenter les différents besoins que chacun avait, les mutualiser les besoins et acheter avec 3, 4, 5, 6 entreprises et faire ce qu'on appelle des achats groupés auprès des organismes de formation. Et là, ça permet d'avoir des leviers de réduction considérables. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose que vous pourriez vraiment faire et simplement vous rapprocher de vos pairs pour pouvoir regrouper vos besoins de formation. Le quatrième point, c'est de marketer votre formation en interne. C'est-à-dire que s'il y a des axes stratégiques prioritaires que vous souhaitez voir déployés en interne pour vos collaborateurs, vous avez besoin que vos collaborateurs soient formés en anglais, vous avez besoin qu'ils soient formés au management, bien n'hésitez pas à marketer et à mettre en avant des formations que vous avez déjà négociées. Ça évite aux collaborateurs de venir avec sa formation venant d'un organisme de langue qui coûte beaucoup trop cher, par exemple. Si vous avez pré-négocié des formations avec des OF sur des modules spécifiques, n'hésitez pas à l'expliquer aux collaborateurs et à faire valoir cette négociation qui permet de faire des économies à l'entreprise et au département. Et ensuite, il y a des dispositifs de financement qui sont malheureusement trop méconnus, comme la FEST, comme PROA, qui permettent d'avoir des prises en charge, même pour les entreprises de plus de 50 salariés, et même quand on pense que c'est pas possible. Voilà, ça c'est vraiment les éléments que je voulais vous donner rapidement sur la formation. Et je voulais également vous parler des modalités qui permettent aussi de réaliser des économies et de maximiser l'impact de la formation. Donc, n'hésitez pas à utiliser la formation à distance, le coaching pro pour continuer de développer individuellement vos collaborateurs, les podcasts, le mobile learning. Évidemment, c'est très lié parce qu'il y a une grosse tendance en ce moment liée au podcast et donc à la capacité qu'on a d'écouter ses émissions préférées, c'est un peu partout. Le blended, le social learning, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Je ne saurais que trop le conseiller et vous le conseiller. Les MOOC, les cursus universitaires et les certifications en ligne. Depuis le Covid, il faut savoir qu'il y a énormément d'universités dans le monde qui ont accéléré sur leur capacité à
à proposer des modules de formation partout. Je pense évidemment à Harvard Business Review qui propose aussi des certifications pour managers RH et des certifications business. Et je pense aussi à Oxford, je pense aussi à Cambridge qui propose des cursus en ligne, notamment pour les RH. Et en fait, ce sont des écoles qui entrent directement en concurrence avec les écoles françaises grâce au digital et depuis le Covid. Voilà pour la partie formation. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? J'ai fait un peu speed. Hein. Pour moi, c'est bon, c'est bon. Non, parfait. Moi, j'avais Très juste bien. une question sur le Bien sûr. format de la formation sur Airtable. C'est aussi gratuit ou c'est payant? Tout à fait. Marion, ce que je t'ai montré, tu sais, sur les templates que j'ai utilisés, etc., tout ça, c'est des modules qui sont proposés gratuitement. Ok. Et avant d'arriver aux 5000 lignes, c'est que tu auras déjà, à mon avis, pas mal bossé sur l'outil, tu te seras bien approprié. Et honnêtement, investir 12 € sur un outil comme celui-là, c'est pas déconnant. Oui, Enfin, oui, c'est sûr. Mais ok, c'est... pour savoir Ouais. si tous les formats étaient gratuits jusqu'à 5000 lignes. Ouais, absolument, absolument. Ça marche. Merci. Je reviens aussi sur l'aspect formation rapidement en vous disant que je vous ai montré FunMOOC, c'est France Université Numérique, hein, FunMOOC quand même, c'est plutôt sérieux. J'ai pas évoqué Open Classroom ni LinkedIn, mais LinkedIn propose un module in-learning pour 40 € par mois, si je ne dis pas de bêtises, qui est ultra complet avec des modules de formation en ligne, des quiz, des certifications au besoin avec des organismes partout dans le monde. Et si vous voulez apprendre à faire des tableaux croisés dynamiques sous Excel ou la méthode Scrum dans les entreprises, in-learning de LinkedIn est extrêmement efficace. Pareil, 40 € par mois, on ne peut pas parler d'un budget de formation. Et pour le coup, typiquement, en parlant avec Laetitia, qui est l'ancienne DRH de Back Market, cliente de l'Afterwork RH, elle nous expliquait qu'elle répondait à ses besoins de formation en achetant des licences e-learning à ses collaborateurs pour qu'ils puissent suivre des formations à la demande et autant qu'ils le souhaitent avec ce système que je trouve vraiment particulièrement intéressant et efficace. On passe donc à la Donc QVCT. Oui, Axel. c'est 40 € pour une formation ou c'est un abonnement mensuel et après on a accès à plus Ah de non, formations? c'est 40 € d'abonnement mensuel. Et Ok. après, tu as, Oui. un accès illimité, si je ne te dis pas Ok. de bêtises, au programme LinkedIn. Ok. Par personne, ouais, c'est par personne, mais Ah oui, c'est par personne par contre. Effectivement, les comptes LinkedIn sont individuels, donc effectivement, c'est par personne. Tout à fait. alors Ok. moi, ce que j'ai pu constater par rapport à ça, c'est que nous, on l'a mis en place pour l'ensemble de Ouais. nos salariés et que globalement, c'est très peu utilisé. Donc, je pense que ça peut Oh. être intéressant pour ceux qui ont vraiment une motivation à se former et qui en font la demande. Enfin, en tout cas, qui ont démontré une vraie motivation pour se former en e-learning. Ah, absolument, Laurent. Et merci de ce feedback. Merci beaucoup. Sur quel type de population tu es? Enfin, nous, le groupe, il y a plusieurs types de populations, des commerciaux, sur la partie logistique Ok. et des fonctions support. Donc, mais enfin, de manière générale, c'est vrai que je pense que les gens n'y pensent pas forcément à aller dessus. Donc, même si peut-être qu'on n'a pas assuré assez de communication, mais malgré tout, enfin, je pense qu'il faut que ça soit une action assez ciblée dans le cadre d'un programme de développement, en fait. Absolument, absolument. Et savoir que ce sont aussi des outils qui existent et qui fonctionnent, mais comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Lorraine, malheureusement, on n'a pas forcément cette appétence d'aller chercher de nouvelles compétences ou voilà, il y a énormément de contenu qualitatif gratuit sur des sites comme Collège de France, typiquement, où on a les meilleurs professeurs émérites qui viennent et qui partagent du contenu massivement. Et malheureusement, on n'a pas ce réflexe d'aller chercher des informations et des contenus qui visent à développer nos compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette réellement, parce que c'est un peu un paradoxe que de savoir qu'on a toute la connaissance du monde et qu'on l'utilise pas. Si je poursuis sur la QVCT, pardon, qualité de vie et conditions de travail, finalement, lorsqu'on souhaite mettre en place une politique QVT, la première des choses à faire, c'est de mettre en place un diagnostic. Quels sont les processus actuels, comment formaliser le plan de développement de la stratégie QVT, qu'est-ce qu'on veut faire avec la qualité de vie au travail, évidemment dépasser le simple réflexe du baby-foot ou comment mettre en place un happy manager, un happiness, je sais plus comment, CHO, Chief Happiness Manager. Au-delà de ces actions-là, finalement, la première étape serait de s'interroger sur la façon dont
on veut déployer la QVT dans son organisation. Ensuite, c'est de définir le plan d'action dans le temps et les priorités qu'on souhaite mettre en place, notamment liées au cadre légal, aux dates clés et aux échéances qu'on s'est nous-mêmes données. Préciser les indicateurs qui pourront valider la réussite du projet d'un point de vue qualitatif ou quantitatif. Bien évidemment, c'est la stratégie et les choix politiques qui détermineront les KPI, les Keys Performance Indicators. J'avais perdu le P. Et mesurer les écarts entre les actions et les résultats. Et c'est aussi les KPI qui nous permettront de mesurer les réussites du projet. Et évidemment, si on souhaite évaluer sa politique et voir si oui ou non on a réussi à mettre en place une politique qualitative, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce tableau que j'ai trouvé très bien fait parce que finalement, en fait, ça permet de mettre tous les axes de sa politique QVT, de mettre en face les processus, les indicateurs qu'on a définis pour chacun des processus, l'objectif qui est accolé à l'indicateur et les résultats, si oui ou non les résultats ont été atteints ou pas. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant à déployer. Et comme pour les projets de formation, il faut évidemment marketer sa politique QVT, estimer le coût en amont de sa politique, estimer le coût du non-investissement. Ça, c'est une notion dont j'aime bien parler parce qu'en fait, finalement, on sait calculer, on parle souvent du ROI. Qu'est-ce que ça nous coûte lorsqu'on a investi et qu'est-ce qu'on peut récupérer notre investissement maintenant? Il y a une autre question à se poser aussi, qui est de se dire finalement, si je n'investis pas dans mes collaborateurs, si je n'investis pas dans ma qualité de vie, combien possiblement ça pourrait me coûter en arrêt de maladie, en turnover, etc. Et estimer l'impact sur les indicateurs de rentabilité, l'augmentation des ventes, la productivité et mesurer les écarts. Pour ça, en fait, je voulais aussi vous donner un exemple. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller sur l'évolution de carrière et le départ. On en dira peut-être un mot après, mais il faut vraiment que la session termine à 14h parce que j'ai un impératif à ce moment-là. Il y a un exemple que je voulais vous donner de Jonathan Goldfarb, qui est directeur recrutement, formation et innovation RH chez Franprix. Donc là, Marion, c'est vraiment Marion et Magali, on avait parlé tout à l'heure des exemples qu'on pouvait avoir sur les réussites de négociation et je voulais prendre les 3 dernières minutes pour vous en parler. Jonathan Goldfarb, au moment du Covid, a eu à recruter des employés en magasin. Et en fait, il voulait évidemment aussi limiter le taux de turnover parce que ce sont des populations peu ou pas qualifiées et finalement, comment on choisit entre deux personnes dont on n'attend pas forcément des qualifications ou des compétences spécifiques. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu axer donc son recrutement sur les valeurs intrinsèques de chacune des personnes pour créer une cohésion au sein des équipes de chaque magasin Franprix. Et finalement, en fait, il a travaillé avec Direct Recruiter ou Digital Recruiter, pardon, qui est une société qui lui a proposé de faire des questionnaires, des formulaires avec des images pour que les personnes puissent répondre sur les valeurs qui étaient les leurs. Donc, il leur montrait des images d'équipes, de personnes qui travaillaient seules, de performances, etc. Et en fonction des valeurs de la personne, elle répondait. Et en fonction des valeurs qui étaient les siennes, elle était recrutée ou non. Pour cet outil, Jonathan a demandé 30 000 € à sa direction, qui est un vrai budget pour un RH. Demander 30 000 € à ta direction pour un outil de recrutement, c'était un pari qu'il a fait. Ce qu'il a mis en face, c'est qu'il a expliqué à sa direction générale et à sa direction financière que à chaque point de turnover qui diminuait, c'était 1 million € de chiffre d'affaires gagné. C'était 1 million d'euros de gagné. Donc, en mettant en place des nouvelles méthodes de recrutement, avec des outils qui ont effectivement coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, il a réussi à faire baisser le taux de turnover d'une entreprise comme Franprix de 4 points. Et donc, du coup, il a réussi à faire économiser 4 millions d'euros à sa société parce qu'il en a investi 30 000. Et cet exemple, en fait, il a vraiment vocation, et d'ailleurs, salut Jonathan si tu nous regardes, cet exemple a vraiment vocation à vous montrer, à vous démontrer que malheureusement dans les RH, on n'a pas assez cette politique de chiffres et de rentabilité. Et que si on est capable d'expliquer à sa direction que lorsqu'on investit dans un outil, dans un process, dans un fonctionnement, et qu'il y a une rentabilité derrière, n'importe quel directeur général ou directeur ou DAF prêtera une oreille plus attentive
qu'il y a effectivement cette notion de rentabilité derrière. Et malheureusement, dans notre secteur et en tant que RH, on est assez souvent mal à l'aise à l'idée de présenter ces chiffres-là et de, comment dire, de valoriser finalement ces actions. Oui, Marion, je t'en prie. Moi, j'ai juste une question, mais on pourra peut-être en parler plus longuement aussi à l'occasion d'un prochain Afterwork. Comment il a réussi, est-ce que tu sais concrètement comment il a réussi à prouver qu'à un point de turnover, il faisait gagner 1 million d'euros? Absolument, parce qu'en Parce fait, qu'en il fait, a. il peut y avoir aussi, ce que je veux dire par là, notamment sur Mhm. des facteurs de turnover, c'est qu'il peut y avoir quand même beaucoup de facteurs conjoncturels aussi externes, qui vont dépendre aussi forcément du marché externe, de l'évolution de l'offre versus de l'emploi, etc. Et en fait, comment il a réussi à faire le lien sur le fait que finalement, via cette nouvelle approche de je recrute par les valeurs, uniquement par les valeurs, j'induis que ça fait perdre 1 million. En termes de prospection, une fois que si finalement tu as mis quelque chose en place, et c'est ça où est tout le paradoxe, c'est que quand tu as besoin d'un budget pour développer un outil, c'est pour du résultat à futur. Et en fait, j'arrive pas à savoir comment on peut faire ce type de projection-là, concrètement et opérationnellement parlant, tant qu'on n'a pas de passé pour justifier que, OK, on peut demander 30 000 parce que on a prouvé déjà que avec un peu d'outils ou un peu de process précédemment, on a déjà réussi à faire des économies, quoi. Absolument. Alors en fait, ce qu'il a fait et ce qui est fait largement dans les entreprises, c'est de proposer un projet pilote. C'est-à-dire que déjà, on fait un état des lieux de savoir combien coûte finalement notre politique de recrutement actuelle. C'est-à-dire avec les outils qu'on a actuellement, avec le fonctionnement qu'on a actuellement, avec le taux de turnover, combien tout cela nous coûte. Et ça, c'est possible à estimer finalement un fonctionnement actuel d'un service RH avec le nombre de recrutements qu'on a à faire, le nombre de recrutements, le turnover effectif. Donc, une fois que ça est posé, en fait, ce qui est possible de faire, c'est de proposer un projet pilote en disant, on sait qu'on a 1000 recrutements dans l'année, on va en choisir, je sais pas moi, 200 par exemple, et sur ces 200-là, on va tester cette méthode qui peut fonctionner. Et à la lumière de ce groupe témoin, en fait, on va estimer les performances, notamment liées à la baisse du turnover et à quel moment aussi, c'est-à-dire dès le premier jour, au bout d'une semaine, au bout de 3 mois. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur une population cible assez spécifique, peu ou pas qualifiée, qui travaille en magasin, dont on n'attend pas de compétences particulières, et l'évolution du marché du travail est finalement spécifique à cette population-là. Donc, évidemment, c'est à adapter, Marion. Hein. C'est en fonction du besoin, en fonction de la population, mais avoir un état des lieux de prime abord de notre fonctionnement, avoir des projets pilotes pour voir quelles sont les méthodes qui fonctionnent le mieux, un peu ce que font dans le marketing, ce que font les professionnels du marketing avec ce qu'on appelle l'A/B testing. Je vais essayer ça et voir quel est le résultat, je vais essayer ça et voir quel est le résultat, et je vais essayer une troisième méthode et voir quels seront les résultats également. Et à la lumière de ce comparatif, on sait estimer que l'investissement dans cet outil peut possiblement faire baisser de X points le taux de turnover. Mais ça, en fait, il faut effectivement mettre des KPI sur chacune de nos politiques, notamment la politique qualité de vie au travail. Et pour ça, on avait fait un RH Live qui était dédié justement à cette question de comment on arrive à mesurer l'impact d'une politique QVT dans son entreprise. Donc la vidéo est disponible sur YouTube. Je vous l'enverrai si vous le souhaitez, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on avait déjà développé dans une session précédente et qui est crucial lorsqu'on souhaite démontrer la valeur qu'on amène avec ces outils. Ok. Moi, je serais éventuellement intéressée par le lien de replay sur les KPI de QVT. Bien entendu. Et je pense qu'on va faire une session 2 de cette session-là, parce que ça me paraît être intéressant de pouvoir prolonger les discussions sur la façon dont on calcule effectivement la rentabilité de ces actions et à quel moment et comment on place les KPI. Il y a certaines parties sur lesquelles je suis allé peut-être un peu vite. Ok. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous. Moi, je reste à votre disposition par mail pour répondre à toutes vos questions. La session est enregistrée, donc il y aura effectivement un replay qui vous sera envoyé et qui sera partagé ensuite. Je reste à votre disposition pour toute question et merci encore pour votre participation. Merci Aurélien. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à vous. Merci Aurélien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.